Bien, bonjour à tous et à toutes, et bonne année à vous tous. Bonne année de ma part et bonne année de la part du Cercle géopolitique de la Fondation Paris-Dauphine. Je vois avec plaisir que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à venir suivre ces conférences. C'est bien, on ne peut qu'en être très satisfait. Simplement, ça nous pose parfois des problèmes parce qu'il faut vraiment qu'on trouve des salles grandes. Il y a une époque, on pouvait avoir des salles un peu plus petites et désormais, comme vous êtes souvent 200, 250 inscrits, il faut prévoir au moins cette salle Raymond Aron qui est agréable, connue et qui a beaucoup de qualité, mais qui est justement souvent très prise. Mais bon, jusqu'ici, on croise les doigts, ça marche. On l'a. Bien, avant de passer la parole à notre invité d'aujourd'hui, Gérard Vespierre, que j'ai le plaisir d'accueillir et sur lesquels je dirai quelques mots tout à l'heure, je voulais vous rappeler ou vous indiquer les festivités à venir. En fait, je vous avais dit à plusieurs reprises que la conférence qui suivait celle-ci devait avoir lieu le 31 janvier. Et on a été obligé, pour des raisons dauphinoises, uniquement dauphinoises, de l'avancer au 24 janvier, car en fait, il n'y avait aucune salle disponible dans la semaine du 31 janvier, pour cause d'examen, en fait. Donc tout est réquisitionné, on ne nous l'avait pas dit d'emblée, donc on avait prévu autrement. Voilà, donc le 24 janvier, dans 8 jours, aura lieu donc la deuxième conférence du mois de janvier, qui sera donnée par Antoine Bondaz, qui est chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, qui est spécialiste de l'Asie, de l'Est, de la Corée du Nord aussi, et qui traitera donc de la question de la Corée du Nord, sous le titre « Corée du Nord, le calme après la tempête ». Point d'interrogation, le point d'interrogation est important. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la géopolitique, vous avez sans doute pu constater que Antoine Bondaz est très souvent convoqué sur les ondes, télévisuelles ou audio, pour parler de ce problème de la Corée du Nord. Et quand j'ai cherché quelqu'un pour parler de la Corée du Nord, tout le monde m'a dit « il y en a un, c'est Antoine Bondaz ». Donc voilà, on est très content de l'avoir. Il n'est peut-être pas le seul, mais enfin, en tout cas, c'est certainement quelqu'un de considéré comme très compétent. Le 6 février, comme je vous l'avais déjà dit, et là, cette fois, les dates ne changent pas, il y aura une table ronde qui est co-organisée par notre cercle et par la chaire Intelligence économique et stratégie des organisations de l'Université Dauphine, enfin plutôt de la Fondation Dauphine, sur les enjeux de l'Arctique. Et autour de Mme Ségolène Royal, qui est donc, comme vous le savez, ambassadrice des pôles, nous aurons Patrice Geoffron, qui est professeur à Dauphine, spécialiste des problèmes d'énergie, de matières premières, Thierry Garcin, qui est spécialiste de la géopolitique de l'Arctique, qui a été professeur à HEC, à Sciences Po, qui a été chroniqueur à France Culture, et Mme Barbara Kunz, qui est chercheur à l'IFRI et qui est également spécialiste de cette région, et plus spécialement spécialiste de la Russie et des relations entre la Russie et les mers du Nord, on va dire, les mers situées au nord de la Russie. Le 14 février, Thierry Perrault, directeur de recherche émérite au CNRS, qui est spécialiste des relations entre la Chine et l'Afrique, et qui tient d'ailleurs un séminaire à l'EHESS sur cette question, nous parlera de cette question, justement, qui, vous le savez, est objet de débat autour du thème, si vous voulez, est-ce que les échanges Chine-Afrique ou Asie-Afrique, mais je crois qu'il fera plutôt Chine-Afrique, sont des échanges équilibrés ou déséquilibrés. Certains parlent presque d'un néocolonialisme chinois. Je crois que notre interlocuteur, Thierry Perrault, avec qui j'en ai déjà parlé, est tout à fait contre cette thèse d'ailleurs. Le 7 mars, Mme Céline Pajon, qui est chercheure à l'IFRI, spécialiste du Japon, viendra nous parler de la stratégie internationale du Japon. Et enfin, le 21 mars, mais c'est quand même à confirmer, en principe, M. Patrick Hainaut, qui est ancien ambassadeur de France, viendra nous parler de la situation du Royaume-Uni dans le contexte actuel du Brexit. Enfin, nous devrions avoir, mais la date n'est pas encore fixée, une autre table ronde en avril, en étroite relation avec la chaire IESO, sur justement l'intelligence économique, en faisant intervenir des spécialistes de l'intelligence économique du domaine public et du domaine privé, puisqu'il y a les deux faces dans l'intelligence économique, qui est aussi évidemment un thème
qui intéresse beaucoup les entreprises. Voilà, je voudrais accueillir par quelques mots notre invité d'aujourd'hui, Gérard Vespierre, qui donc a choisi Arabie-Iran, le grand choc. Quelques points de suspension, un point d'interrogation. C'est important, je pense, et vous le préciserez sans doute. Je remarque que vous ne dites pas Arabie Saoudite, mais Arabie, ce qui est important, me semble-t-il. Sans doute, vous allez le dire aussi. Simplement, je vous présente rapidement. Vous êtes consultant, vous êtes fondateur de Stratégique Conseil. Vous avez un blog qui s'appelle Le Monde Décrypté. Vous êtes membre de la FEMO et vous avez notamment beaucoup travaillé en Orient avant de s'intéresser à la géopolitique, mais vous avez eu concrètement contact avec ces pays par votre métier. Vous étiez déjà intervenu il y a 2-3 ans avec un titre assez provocateur, qui avait d'ailleurs suscité des réactions dans l'auditoire, qui était, vous me reprendrez parce que le thème n'était peut-être pas exactement ça, mais je crois que c'est à peu près ça, allons-nous vers une guerre mondiale du 3e type, ce qui est quand même assez, disons, déboussolant, hein, comme titre. Et vous aviez été... Syrie, Irak. Et vous aviez rajouté Syrie, Irak. Donc vous étiez déjà... Du 3e type, déjà voilà. Point d'interrogation. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, vous allez vous parler donc de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, de leurs relations compliquées, sans doute conflictuelles, et vous savez combien ce sujet est d'actualité, je n'y insiste à peine, puisque depuis que nous avons choisi cette date et ce thème, en plus, nous avons assisté à des événements importants à l'intérieur de l'Iran, comme vous savez. Donc on ne peut, je dirais, pas mieux tomber presque pour en parler. Voilà, je vous passe la parole. Monsieur le professeur, merci infiniment de cette introduction. Est-ce que le retour son est bon de celui-là? Bon. Donc, effectivement, il y a une phrase assez convenue qui dit « ce n'est pas sans émotion ». Et pour ce qui me concerne, elle n'est pas convenue du tout parce que dans le panégyrique qui a été indiqué tout à l'heure me concernant, il aurait pu être ajouté maîtrise de gestion de Dauphine, DEA de Dauphine. Donc ce n'est pas sans émotion, effectivement, que quelques années après de passer de la position d'étudiant à celle de conférencier devant un auditoire de votre qualité. Et oserais-je ajouter que l'histoire qui est présente ici, dans ces bâtiments, anciens sièges de l'OTAN, donc cette salle même a reçu des ectoplasmes de la crise des missiles à Cuba, et les ambassadeurs de l'OTAN siégeaient dans cette même salle. Donc il y a une continuité dans la vocation effectivement du bâtiment et de ce qu'il ressent et de ce qu'il vit. Donc le thème de ce soir, après les gants de boxe, deux visages, parce qu'effectivement on peut d'une certaine façon résumer les tensions extrêmes qui se profilent actuellement dans le Moyen-Orient à ces deux personnages. Et deux personnages que tout oppose. L'un, effectivement, saoudien, et je complète pourquoi tout à l'heure le titre était simplement limité à Arabie-Iran, c'était pour un souci de communication. Arabie était plus percutant que Arabie Saoudite-Iran. Voilà. Donc l'image donc, du prince héritier saoudien, sunnite, avec celle de l'ayatollah, du guide suprême d'Iran, Khamenei. L'un a 33 ans, l'autre se dirige vers sa 80e année. Donc beaucoup, effectivement, d'éléments les séparent. L'un, le plus jeune, est impliqué dans les affaires depuis quelques années seulement. L'ayatollah Khamenei est guide suprême de l'Iran depuis 1989, c'est-à-dire depuis le décès de Khomeini. Et avant le décès de Khomeini, il était président de la République. Donc vraiment incarnation de la continuité du pouvoir religieux
dans son pays et du pouvoir aussi donc politique, les deux étant réunis. Donc le sujet d'aujourd'hui est de dire, est-ce que cette conflictualité entre l'Arabie saoudite et l'Iran, cette conflictualité est-elle intrinsèque, est-elle historique, est-elle liée à des facteurs récurrents, a-t-elle un aspect de la lutte France-Angleterre depuis quelques siècles, a-t-elle des allures de la lutte entre l'Allemagne et la France pendant quelques dizaines d'années, ou bien est-ce quelque chose d'une rivalité d'une autre teneur? Si elle est d'une autre teneur, eh bien, qu'est-ce qui a fait que cette rivalité s'est petit à petit installée pour arriver à l'endroit où nous sommes actuellement? Pour réfléchir à ces questions-là, je souhaiterais m'inspirer de trois éléments. Un élément que j'appellerais l'infratemps, le temps ultra court, celui effectivement des breaking news de CNN, celui des alertes info des chaînes d'information françaises, mais ce n'est pas ce temps-là qui nous intéresse. Le temps qui commence à nous intéresser est le temps court. Donc des événements qui vont avoir une perpétuation de leur présence dans l'actualité et encore plus dans le temps long. Et c'est vraiment cela qui va essayer de nous guider ce soir dans la démarche. Donc des événements, non pas des signaux faibles. Cela me rappelle une conversation récente avec le professeur Guillochon. Lui et moi ne sommes pas très enthousiastes sur les signaux faibles, parce que tout est signal faible. Ce qui est par contre intéressant pour le géopoliticien, pour le chroniqueur géopolitique, c'est l'événement émergent. Comment pouvoir identifier un événement émergent? Qu'est-ce qui le caractérise? Est-ce que ça va être la brutalité, la soudaineté, le changement de cap? Qu'est-ce qui va faire que cet événement émergent va être retenu? Et comment on va l'agréger pour avoir une suite d'événements logiques qui, à ce moment-là, vont dégager une tendance et un centre? Alors, puisqu'on évoquait tout à l'heure l'histoire, avant d'aller dans l'actualité, l'histoire du royaume perse est une très très grande histoire. La Perse, avant de s'appeler l'Iran en 1935, on le verra tout à l'heure, donc a eu un rayonnement géographique et historique considérable sur donc ce carrefour entre l'Asie et l'Europe méditerranéenne, et a eu une position dominante. Cyrus Ier, 500 ans avant Jésus-Christ. Donc là, on a un rayonnement exceptionnel de la civilisation perse. Mais la caractéristique principale que les historiens finalement ont pu déceler dans ce cheminement-là, c'est que après une période de domination, eh bien, il y a une période où il y a occupation, soumission à l'intérieur du royaume. Effectivement, après, pour aller à grandes enjambées, après Cyrus, eh bien, est arrivé les Grecs, est arrivé Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, donc, qui a su créer un empire de la Méditerranée à l'Indus. Donc on voit ce cycle iranien tout à fait intéressant. Donc en continuant à grandes enjambées, on arrive vers, alors après, donc nous avons effectivement l'invasion arabe et ensuite des invasions turques. Et puis aussi des poussées mongoles. Donc on est vraiment dans un mélange assez exceptionnel et des fluctuations considérables. Et c'est simplement au milieu du XVIe siècle que commence à se dessiner, comme on le voit ici, la géographie, je dirais, de l'Iran contemporaine. On s'aperçoit que l'Iran de l'époque mange un petit peu sur l'Azerbaïdjan, mange un petit peu sur le Turkménistan actuel, URSS d'autrefois. Donc c'est à partir de cette période du XVIe siècle que la religion chiite du Haut-Décimène devient la religion de
du royaume. Donc c'est aussi un axe important de la réflexion de ce soir que le processus religieux. Donc nous allons passer maintenant à la période, je dirais, pré-contemporaine, et cette période pré-contemporaine, finalement, se divise en deux parties. Une partie juste avant la guerre de 14 et une partie juste après la guerre de 14. La guerre de 14 ayant été un élément, je dirais, considérable, un événement considérable dans la structuration de la géopolitique de la région. Donc, avant donc la guerre de 14, la Turquie, la Turquie contrôle la côte de l'Arabie et donc protège les lieux saints de Médine et de la Mecque et assure contrôle une grande partie donc de l'Asie centrale. Par contre, là on commence à voir la naissance de la Perse iranienne, mais avec deux influences essentielles, une influence britannique et une influence russe, où effectivement, à cette époque, il y avait une jonction entre l'Empire russe et l'Empire iranien. Ce qui, avec les événements que nous allons suivre, eh bien sûr, va disparaître. Donc, le fait que la Turquie ait choisi le mauvais camp en 1914, l'alliance avec l'Allemagne, a provoqué après donc la Deuxième Guerre mondiale, vraiment la réalisation du décor tel que nous le connaissons pratiquement aujourd'hui. L'Arabie ayant été pratiquement laissée dans son isoloir, si je puis dire, va commencer son unification entre le Nejd et le Hedjaz, et puis donc l'Iran va commencer à avoir son autonomie pleinement territoriale et institutionnelle. Donc, l'Arabie saoudite naît, 1932, effectivement, le roi Ibn Saoud, Abdelaziz al-Saoud, surnommé Ibn Saoud, devient l'unificateur du royaume et donc est maintenant le protecteur des lieux saints de la Mecque et de Médine. Et là, nous avons une structure très importante de séparation, puisqu'il y a un roi, donc le pouvoir politique, et un conseil des oulémas, 21 membres si ma mémoire est bonne, nommés par le roi, donc qui assure la responsabilité des orientations religieuses. Donc il y a en Arabie saoudite, depuis la création officielle du royaume en 1932, une dichotomie, même si effectivement le poids du Coran, de la charia dans le juridisme d'État est très important, mais dans la structure de l'État, nous avons cette dichotomie et effectivement, vous voyez déjà poindre une petite différence avec ce qui va se passer quelques années plus tard en Iran. Donc, les premières recherche pétrolière commence effectivement au début des années 30 et on assiste à ce moment-là à un début de basculement de l'influence anglaise vers l'influence américaine. Et je dirais le point d'orgue sera la rencontre du président Roosevelt avec Ibn Saoud à bord d'un destroyer dans les eaux de la mer Rouge. Alors on a dit que bon, c'était l'échange du pétrole contre le soutien militaire. Je pense que c'est quelque chose d'un peu plus subtil que ça, parce que les États-Unis étaient déjà présents en Iran. On va le voir dans quelques instants. Donc oui, c'était une officialisation, disons, d'une période plutôt hantée qu'un fait nouveau. Donc, en ce qui concerne l'Iran, l'activité pétrolière a été légèrement antérieure. C'est-à-dire, dès le début du XXe siècle, au tout début du XXe siècle, les Anglais, avec l'Anglo-Persian Oil Company, ont commencé à prospecter et faire des découvertes. Et à cet égard, vous pouvez noter la différence de stratégie à la fois nominative et aussi politique. Au début du siècle, les Anglais en Iran donc créent Anglo-Persian
mais en 1945, les États-Unis vont créer Arabian American Company, Aramco. Donc là, on voit le changement, je dirais, tactique de dire on donne à l'État qui vous reçoit la primauté du nom de l'entreprise qui va gérer le pétrole, Arab American Company, Aramco, dont on va continuer à parler dans quelques instants aussi. Donc ça, c'est un fait, je dirais, politique et de communication intéressant. Donc le Majlis est créé en Iran. Donc le Parlement iranien, qui porte toujours ce nom-là, est créé en 1906 et pratiquement dans les mêmes périodes que la révolution Atatürk en Turquie. On a la révolution et le coup d'État de Reza Shah Pahlavi en Iran. Ça, c'est un phénomène aussi assez intéressant, puisque vous avez donc deux militaires, Turquie, Iran, qui prennent le pouvoir, qui vont avoir chacun le même souci d'occidentalisation rapide de leurs pays respectifs. Atatürk, la Turquie, et Reza Shah Pahlavi, l'Iran. L'Iran interdit le port du voile en 1936 et oblige le port des vêtements occidentaux la même année. Donc on est exactement dans le même profil que la révolution d'Atatürk. Il faut savoir que les femmes turques ont eu le droit de vote en 1935. Donc voilà, murmure, comme on dit. Donc Reza Shah Pahlavi a été donc destitué par une opération conjointe russe et anglaise, parce que donc le père de celui que nous allons connaître sous le nom de Shah, donc dans les années 50, 60, 70, avait eu la malencontreuse idée de se déclarer neutre dans le conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Or, dans l'ouverture d'un deuxième front, dans la nécessité donc d'approvisionner massivement la Russie, les États-Unis avaient besoin de traverser l'Iran pour alimenter le sud de la Russie, comme ils alimentaient déjà par Vladivostok. Si vous avez l'occasion de voir des photos d'arrivée d'équipements militaires américains vers la Russie, c'est vraiment impressionnant. Donc, on évoquait tout à l'heure la présence effectivement des troupes russes et anglaises et américaines dans le pays. Donc, il a fallu une pression importante donc, du nouveau Shah pour que les Russes finissent par quitter l'Iran. Car à cette époque, l'Union soviétique était riveraine de l'Iran. Donc, ils ont fait beaucoup d'efforts via le parti communiste local iranien pour essayer de rester, de maintenir une présence. Et à cet égard, je vais faire une petite, je dirais, appendice à l'exposé en une minute en vous disant, regardez, 1946, Staline essaye de maintenir une présence en Iran. 1948, le blocus de Berlin. 1950, la Corée du Nord. Donc voilà, ça peut être, je ferme la parenthèse, mais vous voyez là une stratégie russo-stalinienne en quelques années qui était de confronter effectivement le développement de l'Empire par tous les axes géographiques possibles. Donc, en 1953, nationalisation du pétrole avec le Premier ministre Mossadegh, mais là, bien sûr, les Anglais et les Américains se sont opposés, donc il a été obligé de démissionner. Nous rentrons là dans une période donc d'occidentalisation rapide de l'Iran avec la Révolution blanche, et à cette époque, donc, les États-Unis commencent à avoir une présence militaire importante. Et cette présence militaire aboutit à un vote au Parlement qui a provoqué beaucoup de difficultés, parce qu'il s'agit
de faire en sorte que les troupes américaines ne puissent pas tomber, comme cela est vrai pour les troupes d'occupation au Japon ou dans d'autres pays, sous la juridiction locale. Donc il est demandé, le Parlement rechigne à faire en sorte que les méfaits commis éventuellement par les soldats américains en Iran ne soient pas sous la juridiction américaine. Et à cette époque-là, 63-64, déjà, un certain ayatollah Khomeini fait son apparition et fait un violent discours à Qom. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il est expulsé du royaume et qu'il va trouver refuge en Irak. Donc, il y a là les prémices de ce que nous allons connaître dans une dizaine d'années. Donc, couronnement effectivement en 1967 et les fameuses fêtes de Persépolis. Donc là, on est dans le rayonnement iranien et avec les difficultés d'acceptation par la population de cette envolée, je dirais, à la fois financière et aussi donc de rayonnement international. Enfin, 1974. Date très très importante parce que l'Iran, après 1973 et le premier choc pétrolier, reçoit donc une manne nouvelle venant des pétrodollars et va commencer à mettre en place, déjà depuis le début des années 70, une stratégie nucléaire. Une stratégie nucléaire qui pourrait être militaire mais qui au départ est fondamentalement civile. Et l'Europe, lancée par la France, a créé Eurodif, c'est-à-dire la structure qui va permettre pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Angleterre, pour les Pays-Bas, pour l'Espagne et pour d'autres, l'enrichissement de l'uranium. Le Shah, avec la France, avec l'appui de la France, crée une société qui va prendre 10% d'Eurodif. Donc, cela veut dire que l'Iran est en droit de recevoir 10% de la production de plutonium d'Eurodif. Et pour ce faire, le Shah d'Iran met 1 milliard de francs sur la table, plus 180 millions quelques mois plus tard. Nous allons en reparler. Donc, pour revenir à maintenant ce comparatif entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, donc pendant la période du règne de Reza Pahlavi Shah, aucun nuage, aucune ombre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Pendant le règne du Shah, vous voyez, 4 souverains saoudiens vont se succéder sans problème, relations diplomatiques, tout est pour le meilleur des mondes possibles. D'autant plus que les deux pays sont producteurs de pétrole. D'autant plus qu'en 1960, l'Iran et l'Arabie Saoudite vont créer l'OPEP. Où ? À Bagdad. Donc, vous voyez, les choses se déroulent le plus harmonieusement possible et participent à cette création également de mémoire le Koweït et un autre pays, je pense le Venezuela en fait déjà partie. Donc, jusqu'à la fin donc, du règne de Reza Shah Pahlavi, l'harmonie est, je dirais, complète, normale, des relations d'État à État tout à fait satisfaisantes. Donc, que va-t-il se passer ? Eh bien, ce qui va se passer, c'est une grande rupture, et la grande rupture, c'est 1979. Et elle est beaucoup plus diverse que vous ne le croyez. Et on va le voir ensemble dans les prochaines secondes et prochaines minutes. 1979 est un carrefour géopolitique essentiel. Peut-être plus important ou aussi important que 1989 et la chute du mur de Berlin. Parce que la chute du mur de Berlin, bien sûr, a abouti après à la chute de l'Empire soviétique, mais l'année 1979 est éminemment diverse. Elle commence tout d'abord par le départ du Shah d'Iran à la mi-janvier. Maladie, usure du pouvoir,
mécontentement, autoritarisme, services secrets et police politique omniprésente. Donc on fait qu'effectivement, plus une opposition menée par l'ayatollah Khomeini déjà depuis l'Irak pendant 14 ans, tant et si bien que les Irakiens d'ailleurs, l'observant depuis très très longtemps, ont compris qu'il allait passer à l'action. Et donc au mois de septembre, fin septembre, début octobre, ils lui ont dit vous devez partir. D'où la naissance de l'ermite de Neuf-le-Château. C'est parce qu'il était obligé de quitter l'Irak que Khomeini est venu en France. Donc le Shah est obligé de quitter le pouvoir, la rue le pousse à quitter le pouvoir, et 15 jours après, Khomeini arrive. Liesse extraordinaire, des millions de personnes dans la rue l'attendent à Téhéran. Donc je signale ce troisième pavé qui est le traité de paix Égypte-Israël. Bien sûr, il n'est pas dans notre scope d'aujourd'hui, mais il est essentiel pour faire voir l'importance de l'année et essentiel aussi de faire voir que ces décisions qui ont été prises en 1979 sont toujours valides. La paix règne toujours entre l'Égypte et Israël. Enfin, pas enfin, mais en quatrième étape, le deuxième choc pétrolier. Donc après 1973 et la guerre du Kippour, où le baril est passé de 5 à 10, 15 dollars, donc un triplement du prix, mais seulement 10 dollars de plus à la limite. Alors que là, avec les troupes qui ont lieu en Iran, on passe de 15 à 35, 40 dollars le baril. Donc c'est un triple choc. Premièrement, c'est une arrivée monstrueuse de cash dollars, parce que là, c'est 20 dollars de plus le baril qui sont reversés aux pays producteurs. Donc c'est la naissance des pétrodollars, c'est la naissance des fonds souverains d'investissement, c'est le début de la longue période d'inflation occidentale, c'est le début de la période de chômage structurel. 1979, Raymond Barre, Premier ministre, a dit « On venait à peine de se remettre du premier choc de 73, celui de 79, il arrive, on ne peut rien faire. » Donc c'est vraiment, là aussi, structurant, parce que cela va donner aux deux pays qui nous concernent ce soir, l'Arabie Saoudite et l'Iran, des moyens exceptionnels. Le 20 novembre, bon, je pense qu'un certain nombre de personnes ici dans cette salle ont l'âge, peut-être se souvenir de cela. 400 oulémas et wahhabites saoudiens investissent la mosquée de la Mecque. Alors, wahhabite, Abdel el-Wahhab, théologien arabe du XVIIIe siècle, a été vraiment un des fondateurs, je dirais, de l'islamisme wahhabite, puisqu'il a son nom actuel, en ayant un conservatisme religieux exemplaire. Donc ces extrémistes prennent d'assaut la mosquée de la Mecque. Pourquoi ? Bien, ils ont regardé ce que les extrémistes, si je puis dire, les ayatollahs, viennent de faire en Iran. Le pouvoir religieux iranien a renversé le prince. Donc les extrémistes wahhabites sunnites saoudiens se disent « Nous allons nous aussi renverser notre prince ». Sauf qu'ils n'avaient pas les 14 ans de préparation de Khomeini. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? L'Arabie Saoudite s'est tournée vers la France. Pourquoi ? Parce que la mosquée de la Mecque avait été construite par un groupe de BTP français. Oui. Donc, nous avions les plans de la mosquée de la Mecque. Et en plus des plans, nous avions le GIGN. Donc, en une nuit, les équipes du GIGN ont été, pardonnez-moi, converties à l'islam, parce qu'il n'était pas question de rentrer dans la mosquée de la Mecque dans d'autres conditions. Et donc, ont pu mettre fin, avec bien sûr l'armée saoudienne, à cet événement.
sans décapitation, 100, 100. Donc, bien sûr, on suivit. Mais là, vous avez l'émergence factuelle du radicalisme wahhabite sunnite saoudien. Février, le pouvoir religieux prend le pouvoir politique à Téhéran. Émergence du radicalisme wahhabite au mois de novembre de la même année. Et enfin, pour couronner le tout, le 25 décembre, les soviétiques ne faisaient rien au hasard. Le 25 décembre, l'Union soviétique envahit l'Afghanistan. Pourquoi? Certains d'entre nous, j'ai la chance d'avoir des amis de ma promo ce soir. Nous sommes allés ensemble en Iran et en Afghanistan. Nous avons connu Zahir Shah. Mais il a été renversé et le pouvoir communiste le parti communiste afghan a commencé à prendre le pouvoir, mais il a été mis en difficulté. Et la seule solution qui a semblé jouable à l'Union soviétique a été d'envahir l'Afghanistan. Pour la première fois, un pays athée, officiellement dans sa doctrine politique et sociale, envahissait un pays musulman. C'est le grand choc. À ceux qui vous disent que le Moyen-Orient a été déstabilisé par l'invasion des États-Unis et d'une coalition internationale en Irak en 2003, je vous demande de réfléchir. La grande déstabilisation qui va faire surgir les wahhabites, qui va faire surgir le djihad, date du 25 décembre 1979 et de l'invasion de l'Afghanistan par les troupes soviétiques. Donc, l'année a commencé par l'arrivée, effectivement, du pouvoir religieux au sommet de l'État iranien. Et je pense que le meilleur résumé, c'est cette figure géométrique dénommée tétrapode, qui donc effectivement signifie que l'équilibre nouveau du pouvoir en Iran va être articulé autour de ces 4 pôles. Premièrement, un pôle, je dirais, philosophique, intellectuel, qui est le velaya et faqih, c'est-à-dire la jurisprudence des conservateurs en termes juridiques, ou bien en termes politiques, le gouvernement par les doctes, le gouvernement par les sachants, le gouvernement par les sages. Et donc là, on a la mise en place de la structure intellectuelle et religieuse, ce qui se traduit dans la réalité des faits par la désignation du guide suprême. Le guide suprême n'est pas élu par la population. Le président de la République est élu, mais pas le guide suprême. Le guide suprême appartient à la structure supérieure. Il est désigné par un des conseils dont on va parler dans quelques instants. Donc cette structure en 4 pôles est vraiment très, très importante à garder en mémoire. Donc le guide et les conseils, donc il y a un conseil du discernement. Le conseil du discernement va aider à la désignation du guide, les membres en étant déjà nommés par le guide en place. Bon, il faut bien qu'il y ait effectivement un début à quelque chose, mais là, le système s'auto-alimente. Et puis, un conseil des experts, et le conseil des experts va, lui, s'occuper des candidatures à la République, à la présidence de la République. Donc vous avez 2 conseils qui sont absolument fondamentaux et qui accompagnent la vie politique iranienne, en plus bien sûr des conseils des forces de sécurité qui dépendent directement du guide, et on va le voir. Donc sous cette double structure apparaissent les 3 piliers de la stratégie donc iranienne: le programme nucléaire et les missiles, le corps des Pasadaran, et on va en parler dans quelques instants, et l'influence régionale
la mise en place d'un arc chiite. Donc les gardiens de la révolution, c'est une courroie essentielle du régime iranien. C'est une courroie politique. Elle est différente de l'armée. Elle dépend directement du guide. Et en plus, elle a le pouvoir économique. Elle prend le contrôle d'entreprise. Donc la fondation d'ailleurs des Pasdaran est de mai 79. Khomeini arrive au pouvoir, arrive le 1er février à Téhéran. Au mois de mai, vous voyez, quelques semaines seulement après, tout de suite, création des gardiens de la Révolution. Donc, c'est un élément d'autant plus important qu'il est multi-rôle, c'est-à-dire qu'il a la responsabilité d'une arme de terre, d'une arme de mer, d'une arme de l'air, et des missiles et du nucléaire. Donc, ce sont les gardiens de la Révolution qui sont aux manettes de l'ensemble de ces composantes. Ils ont dans leur propre structure ces 5 composantes. Il y a une armée donc iranienne différente avec sa force aussi aérienne, mais eux ont leurs propres équipements. Donc, en plus des gardiens de la Révolution, donc les Pasdaran, les gardiens, les Bassidji. Les Bassidji sont les mobilisés, donc les jeunes iraniens qui ont été mobilisés pendant la guerre Iran-Irak, dont on parlera dans quelques instants, et qui ont formé donc une ossature de répression ensuite policière. Et pour terminer, la force Quds. Déjà par le nom, tout est dit. En arabe, Quds, Al-Quds, Jérusalem. Donc, la force Quds, les brigades internationales, si je puis dire, de la force des gardiens de la révolution iranienne, est destinée effectivement à s'investir et à propager la position politique de l'Iran dans l'arc chiite. Et le général Soleimani donc en assure la direction depuis de nombreuses années. Vous avez 2 images de lui, une au moment de sa nomination et l'autre après des passages en Syrie où il était sérieusement blessé. Vous voyez la différence. Donc effectivement, la force Quds est présente sur le terrain international. Donc j'évoquais l'armement. Ils sont responsables du programme du missile. Les Iraniens ont déjà lancé des satellites, donc fusée Saphir, fusée Simrod également. Donc il y a là, dans leur besace, si je puis dire, un pouvoir, mais qui commence à être fortement discuté, puisque, comme on le verra, les États-Unis essayent de limiter maintenant ce programme de missiles. Donc on évoquait une capacité aérienne, donc ils ont leurs propres drones et aussi leurs propres éléments d'intervention marine. Vous avez une photo là qui montre un bateau entièrement automatique, il n'est même pas télécommandé de terre, c'est lui qui repère un objectif et s'y rend automatiquement. Donc on vient de parler de l'arc chiite. Donc comment s'organise et sur quelle base s'organise cet arc chiite? Pour compléter cette carte, il faudrait pouvoir commencer à gauche, ici, même par le Pakistan. Le Pakistan comprend à peu près 10 à 15% de sa population musulmane qui est chiite. Donc, à peu près le même pourcentage en Pakistan, donc en Afghanistan, le berceau effectivement iranien, et après, donc le deuxième pays le plus important, l'Irak, où 60-65% de la population est chiite. Vient ensuite le Liban avec 40% de la population chiite. Donc ce concept d'arc chiite n'est pas un concept de géopoliticien. C'est un concept qui a été lancé par le roi Abdallah de Jordanie, en voyant ce qui se passe et en voyant effectivement l'expansionnisme des forces Quds, l'expansionnisme des gardiens de la Révolution et des milices à travers l'ensemble des territoires où il y a une possibilité d'avoir une influence dans la politique du pays et une influence donc qui soit favorable à l'Iran.
Et troisième composante, je dirais, de cette analyse de l'arc chiite, c'est que cela donne au pouvoir des réserves d'intervention. Il faut savoir que en Syrie, il y a eu 2000 morts afghans. Et ce n'est pas, je dirais, une information secrète, c'est une information qui vient juste d'être donnée d'ailleurs par le pouvoir iranien. Au moment juste où on reprochait de s'impliquer trop dans la politique et dans la guerre en Syrie, cette information est donnée. Mais ça veut dire 2000 morts, combien de blessés, combien de troupes d'intervention. Donc on arrive à des chiffres assez conséquents, probablement de quelques dizaines de milliers d'Afghans qui ont été invités, entre guillemets, à se rendre en Syrie, parce qu'ils avaient fui leur pays, résidaient en Iran. On leur a dit, vous êtes des guerriers redoutables, ça nous ferait très très plaisir de vous donner plus tard la nationalité iranienne, si vous acceptez de combattre pour nous, et puis on prendra soin de votre famille. Donc voilà, il y a tout un système, et puis les chiites pakistanais, par exemple, ont été en charge de la garde des lieux saints en Syrie. Donc chaque pays avait une mission. Donc la stratégie de l'arc chiite se démultiplie effectivement sur les années. Dès ou avant la fin de la guerre Iran-Irak, donc création du Hezbollah au Liban, donc 2003, eh bien l'aubaine entre guillemets de l'éclatement du pouvoir bassiste et laïque en Irak, qui donne donc une ouverture à l'influence de la population chiite majoritaire irakienne sur le contrôle politique du pays. 2011, suite du printemps arabe, les difficultés et la guerre en Syrie, à nouveau, les Iraniens décident d'intervenir. Les Syriens au gouvernement, les Alaouites sont une branche du chiisme, donc il y avait déjà, je dirais, une affinité intellectuelle, politique et culturelle, mais il faut aussi se souvenir que lors de la guerre Iran-Irak, la Syrie a été le seul pays arabe à donner son appui à l'Iran. Et donc, l'Iran a de la mémoire. Quand la Syrie est en difficulté, donc autre motivation, elle vient vers la Syrie. Enfin, la proximité des relations russes boucle l'ensemble. Et plus récemment, le Yémen. Donc très tentant de pouvoir intervenir sur le flanc de l'Arabie saoudite, sur le flanc sud même de la péninsule. Comme on vient de le voir, 40% à peu près de la population yéménite est zaïdite. Le zaïdisme étant une branche du chiisme. Donc le pays a subi beaucoup de conflits internes, beaucoup de révolutions, mais depuis 1990, le président Saleh a réussi à faire un Yémen unifié. Et donc il est victime du printemps arabe, et en 2014, il est obligé de partir. Il est remplacé par son vice-président, Al-Hadidi, et donc les choses sont en place quand effectivement les Houthis prennent les armes pour renverser le nouveau président Al-Hadidi. Alors, les Houthis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est une tribu? Pas du tout. Les Houthis, c'est le nom d'une famille. Mais les Houthis sont zaïdites. Donc la famille Al-Houthi a eu un de ses éminents membres dans les années 90 exécuté parce qu'il était effectivement un révolutionnaire notoire. Donc ses frères ont pris la succession, et par expansion, l'ensemble des
révolutionnaires et insurgés ont pris ce nom de Houthi, mais ce n'est que le nom d'une famille. Donc là, on est à nouveau dans un conflit qui a obligé l'Arabie saoudite, étant donné qu'il y avait une continuité territoriale, à intervenir par bombardement aérien, comme vous le savez, jusqu'au moment où le président Saleh, qui s'était réuni aux Houthis, a dit « Non, je change de camp et je me rapproche de l'Arabie saoudite, ça suffit ». Ça, c'était le 3 novembre. Le président Saleh, ancien président de Yémen, se rallie à l'Arabie saoudite. Le 4, il est exécuté par les Houthis. Donc, les choses bougent. Là aussi, il y aura un suivi dans la guerre du Yémen. Les Houthis sont sur la défensive. Alors, sur le plan religieux, sunnite, chiite, regardez cette image. Y a-t-il une guerre entre sunnites et chiites autour de la Kaaba? Non, il ne semble pas. Y a-t-il des prêches exacerbés qui partent du Caire, de Téhéran, de la Mecque, des sunnites contre les chiites ou des chiites contre les sunnites? Non, il n'y a pas fondamentalement de guerre religieuse à l'intérieur du monde musulman. Regardez, le pèlerinage est commun. Alors, que se passe-t-il? Il se passe qu'il y a une instrumentalisation par la politique du religieux. Quand les ayatollahs chiites arrivent au pouvoir à Téhéran, le religieux prend le pouvoir politique et va se servir de sa vocation chiite pour aller voir à l'extérieur, et c'est le fameux arc chiite. Donc on instrumentalise la religion. Quand Ben Laden, en Afghanistan, depuis le début des années 80, crée 10 ans plus tard Al-Qaïda, quel est le mantra d'Al-Qaïda? Excusez-moi, je vais utiliser les termes d'Al-Qaïda. L'objectif d'Al-Qaïda, c'est de pouvoir faire la guerre aux juifs, aux croisés et aux apostats. Les apostats étant les chiites. Mais c'est à l'intérieur d'un mouvement politique. Ce n'est pas fondamentalement un mouvement religieux. Et plus récemment, naissance de Daesh sur les ruines d'Al-Qaïda en Irak. Naît Daesh. À quel endroit? Au milieu des populations sunnites, mais qui ont été délaissées par le pouvoir chiite central. Complètement. Des strapontins dans les ministères. Pas de poste de direction dans les ministères. Donc, la révolte qui va alimenter le passage d'Al-Qaïda à l'État islamique en Irak, et l'État islamique en Irak et au Levant, donc Daesh, quelques années plus tard, eh bien, ce n'est que l'expression d'une frustration fondamentalement politique. Tant et si bien que quand al-Baghdadi prononce la naissance du califat, donc en Irak et au pays du Levant, le 29 juin 2014, le 29 juin 2014, qu'est-ce qui se passe? Les troupes de Daesh commencent à descendre sur Bagdad, et là, le pouvoir politique se dit il n'y a pas de possibilité de les arrêter, notre armée vient d'être battue autour de Mossoul. Que faire? Il faut impérativement faire quelque chose. Il faut faire intervenir les États-Unis. Les États-Unis disent oui, nous allons arriver, avec une coalition, nous allons faire. Mais on vous demande de changer votre Premier ministre. Monsieur Maliki fait la politique de Téhéran. Nous acceptons de nous investir si vous prenez l'engagement de changer votre Premier ministre. Alors, nous sommes en Orient, les choses vont être habilement jouées. Les États-Unis vont bombarder le premier
1er août, Maliki va quitter le pouvoir le 3 août. Et donc, Al-Abadi, qui va le remplacer, quelques mois plus tard, va se rendre en visite chez son frère. Mais qui est son frère? Son frère, c'est le roi d'Arabie Saoudite. Je vais rendre visite à mon frère. Je me rends à Riyad. Vous voyez le mouvement politique qui est en train de rééquilibrer la politique irakienne. Et donc, il existe une commission saoudo-irakienne qui a été mise en place. Et au mois d'octobre, Abadi est retourné en Arabie Saoudite pour pouvoir donc faire vivre cela. Après le religieux, le nucléaire, on en a déjà parlé un tout petit peu, la politique nucléaire iranienne et le déséquilibre potentiel que cela pouvait créer est fondamental. Donc, depuis les années 70, création de la centrale nucléaire de Bushehr et, comme on l'a vu précédemment, la mise en place de l'accord avec Eurodif. Mais, bien sûr, survient la révolution iranienne, la prise de pouvoir et la haute probabilité que le programme nucléaire civil se dirige vers le militaire. Les États-Unis disent on ne peut pas déséquilibrer le Moyen-Orient avec un Iran atomique. No way. Donc, que se passe-t-il? Mise en place d'un plan à partir de 2005-2006 et des premières sanctions économiques. La CIA a décidé d'investir la centrale de Natanz, là où se trouvent les centrifugeuses. On centrifuge l'uranium pour l'enrichir 1, 2, 3, 4, 5, 10%. C'est le processus de base. Première opération dite Beacon, la flamme, la torche. Ils vont réussir à reconstruire la totalité du réseau électrique de la centrale à distance. Et ce faisant, deuxième opération, après la torche, la CIA est très créative, opération Olympic Games. Cette fois-ci, on envoie des virus dans les ordinateurs qui commandent les centrifugeuses. Donc les centrifugeuses vont commencer à ralentir pour certaines, à accélérer pour d'autres, à devenir complètement folles pour les troisièmes. Le tableau de bord de la centrale restant stable, ne signale aucun mauvais fonctionnement. Donc, ralentissement du programme nucléaire. Tout se passe pour le mieux jusqu'au jour où un ingénieur emporte son ordinateur de la centrale chez lui et le bug qui était à l'intérieur part sur l'Internet. Donc, de fil en aiguille, les Iraniens découvrent effectivement que la centrale a été corrompue par un virus externe. Donc, ils vont trouver les solutions, il faut trouver autre chose. Là, on arrive à des opérations plus délicates, des services secrets, puisqu'on a 4 experts iraniens qui ont été physiquement éliminés en disant voilà, on monte la pression. Et j'ai parlé tout à l'heure d'Eurodif. Quand Eurodif a signé avec l'Iran, le président du directoire d'Eurodif était M. Georges Bess. Il a passé 20 ans de sa vie professionnelle, 22 ans, dans le nucléaire en France à la Cogema et Eurodif. Et quand les Iraniens, les ayatollahs iraniens sont arrivés au pouvoir, ils ont dit ou bien vous nous livrez de l'uranium, ou bien le 1,180 milliard, vous nous le rendez. La France a fait ni l'un ni l'autre. Donc la pression a commencé à monter sur la France. Un certain nombre d'actes de sabotage ont été commis. La probabilité de l'attentat au pub Renault était déjà un premier signal que la régie Renault intéressait les Iraniens. Pourquoi? Parce que le président de la régie Renault était M. Georges Bess. Et M. Georges Bess a été tué en bas de son domicile le 17 novembre 1986, à 20h30. À 22h30, communiqué du Quai d'Orsay.
Finalement, après étude du dossier approfondie, nous avons pris la décision de verser 330 millions à l'État iranien. Donc, les actes maximaux, je puis dire, d'élimination physique sont dans les deux sens. Et cette pression mise sur l'État iranien, puisqu'on a effectivement éliminé Mossad, CIA, autres services, 4 de nos experts, finalement aboutit en juin 2013 au fait que Rouhani, nouvellement élu, eh bien, dise « J'ai pris la décision d'ouvrir des négociations avec les 5 plus 1, avec le Conseil de sécurité et l'Allemagne. » Ça va être dur. Donc, je veux qu'il y ait des questions. Oui. Donc, autre problématique iranienne, les droits de l'homme. En 1988, 30 000 opposants qui étaient dans les prisons iraniennes ont été assassinés par le régime. Le numéro 2 du régime à l'époque, l'ayatollah Montazeri, a écrit et a dit, parce que l'enregistrement sonore est en notre possession maintenant, le crime le plus terrible perpétué en République islamique depuis la Révolution et pour lequel l'histoire va nous condamner a été perpétré par vous. Et vous serez considérés au nombre des criminels de l'histoire. Donc, un des juges de ce tribunal de l'horreur est actuellement ministre de la Justice. Donc, voilà le paysage jusqu'au mois de juillet 2016. Au mois de juillet 2016, l'Arabie saoudite, finalement, prend la décision d'intervenir dans cette situation de développement hégémonique iranien. Le prince Turki Ben Faisal fait un discours exemplaire devant 25 000 Iraniens organisés par le Conseil national de la résistance iranienne, dont la présidente est une femme. Lisons rapidement ces textes parce qu'ils sont vraiment fondamentaux. Le monde musulman est plus riche avec la voie iranienne, mais le communisme apporte seulement sectarisme, destruction et sang versé. On passe directement à la 4e, on est un peu pressé par le temps. Nous, dans le monde musulman, nous sommes à votre côté avec notre cœur et notre âme. Pour la première fois, un prince saoudien, directeur pendant 22 ans des services de renseignement, ancien ambassadeur d'Arabie saoudite à Washington, ancien ambassadeur à Londres, prend devant 25 000 Iraniens la parole. Cela passe pratiquement inaperçu. C'est pourtant pas très loin de chez nous, à Villepinte, en France. Il peut y avoir des questions sur, effectivement, la communication politique. Mais quelques mois avant, le président Rouhani était en visite en France. Donc, le nouveau président des États-Unis arrive au pouvoir et, cette fois-ci, cible de façon très agressive les menées iraniennes à l'extérieur, désigne le peuple iranien comme étant le vraiment subisseur de ce régime et annonce l'isolement de l'Iran. Plus récemment, le discours de désertification qui dit « je ne confirmerai vraisemblablement pas les accords nucléaires ». Alors là, il y a bien sûr un acte diplomatique de négociation. Mais ce qu'il est intéressant de voir, c'est que discours du président américain à Riyad au mois de mai, au mois de juin, l'Arabie saoudite fait le blocus du Qatar. Le Qatar étant le seul pays à avoir une voix discordante, on le met en blocus pour qu'effectivement il puisse ne pas élever la voix en faveur de l'Iran pour faire court. Mohammed Ben Salman devient prince héritier au mois de juin, désertification au mois d'octobre. Les Israéliens bombardent en Syrie des forces du Hezbollah et des forces iraniennes. Et finalement, nouvelle intervention de Mohammed Ben Salman avec la démission du Premier ministre libanais pour mettre la pression sur le Hezbollah. Récemment, qu'avons-nous vu? Les révoltes en Iran. Les révoltes en Iran, cette fois-ci, par rapport à 2009, sont fondamentalement différentes.
En 2009, on se situait dans une situation purement politique, où le thème dominant des personnes dans la rue était « Where is my vote ?» On m'a volé mon vote. Je n'ai jamais voté pour Ahmadinejad. Ahmadinejad a été élu parce qu'on a truqué le scrutin. C'était uniquement ce thème de récrimination. Cette fois-ci, et depuis de nombreux mois, il y avait en Iran des grèves et des démonstrations, comme on dit, des manifestations, parce qu'il y avait un grand nombre d'institutions financières qui sont parties en fumée, dont les avoirs, qui sont les dépôts du peuple iranien, sont partis en fumée. Donc on a, où est notre argent? Laissez la Syrie. L'Iran est le pays de voleurs. On a une multiplication de thèmes économiques, sociétaux, politiques. Donc on passe à un problème qui était celui de 2009 à une situation de crise. Les axes du futur. Donc effectivement, on a une divergence entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Le pétrole, vraisemblablement, MBS, donc en short, va provoquer une introduction en bourse de l'Aramco, dont on parlait tout à l'heure. Donc on va dans un système de libéralisation économique, alors que, effectivement, en Iran, le monopole ministériel est toujours là. L'Arabie s'oriente vers un plan de vision du futur. L'Iran est devant une grande souffrance d'investissement étranger. Une société bloquée en Iran d'un point de vue sociétal, l'évolution de la femme, comme on voit en Arabie saoudite. Donc une succession assurée dans un cas, MBS s'il n'y a pas bien sûr d'attentat, et inconnu qui et quand succédera à Khamenei. Donc, en conclusion, quelques idées. Pas de conflit armé direct. Comme on l'a vu, il n'y a pas d'antinomisme, pas d'antagonisme entre le chiisme et le sunnite. Il n'y a absolument aucun risque de conflit religieux au sens strict du terme. Donc, quelle va être l'évolution des accords nucléaires? Pour le moment, le nouveau président des États-Unis met la pression. Bon, je pense qu'on arrivera à un terrain d'entente sur le renouvellement en 2025. Et par contre, quelles vont être les prochaines étapes de tir de missiles? Est-ce que les Iraniens vont se risquer à tirer des missiles? Parce que là, pour faire des essais, on risque d'être dans une situation très très difficile. Donc le panorama n'est pas un panorama d'antinomie et de conflit entre deux pays, mais une opposition entre deux alliances. Une alliance donc d'un côté l'Arabie saoudite, Israël et les États-Unis qui est à l'offensive depuis l'arrivée du nouveau président des États-Unis au pouvoir et qui met donc la pression à la fois au Yémen, qui met la pression avec les avoirs des gardiens de la Révolution gelés par le Trésor américain, et puis l'Iran sur la défensive qui va être obligé de négocier le départ de ses troupes, partiel peut-être, mais départ de ses troupes quand même en Syrie et en Irak. Donc il y a là une situation totalement nouvelle. Donc les États-Unis, d'un mantra du régime change, d'une demande de changement de régime, sont maintenant à régime change now. Donc voilà un élément très, très important. Donc coordination entre l'Europe et les États-Unis sur ce sujet-là, et aussi avec Israël. D'autres manifestations populaires, parce que les demandes du peuple iranien sont nombreuses, donc il faut s'attendre à ce qu'il y en ait. Et bien sûr, tout ce devrait se maintenir en Arabie saoudite s'il n'y a pas un problème vis-à-vis du pouvoir de Mohammed Ben Salman, un attentat, on ne sait jamais. Donc, merci de votre attention, saoudienne, iranienne et bienveillante. Je vous remercie beaucoup. Je vous ai un petit peu accéléré, je m'en excuse, mais je suis sûr que la salle a beaucoup de questions à poser. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé d'un tout petit peu plus vite, mais je vous remercie beaucoup de ce très très vaste panorama qui nous permet de comprendre beaucoup de choses en long terme au daily, et je rends hommage à votre souci justement de situer les événements actuels dans une perspective longue, parce que vous n'avez pas énormément parlé de
l'existence ou la fragilité, je ne sais pas, de l'accord entre l'Iran et la Russie, enfin de l'alliance actuelle Iran-Russie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui est de circonstance et qui ne va pas tenir? Ce qui semble être l'analyse de beaucoup. Alors, l'histoire entre la Russie et l'Iran est un vaste déroulé. Du temps de l'Empire, avant la révolution bolchevique, effectivement, l'Empire russe jouxtait l'Iran, avait frontières communes. Donc, perpétuation avec la création de l'Union soviétique, et d'où tentation de l'Union soviétique d'influencer, même militairement, via une présence en Iran. Mais depuis lors, depuis la plus grande catastrophe géopolitique du monde, qui a été la disparition de l'Union soviétique, la frontière russe est à 1200 km de la frontière iranienne. Parce que entre-temps, ou entre lieux, il y a le Turkménistan, l'Ouzbékistan, et puis une partie du Kazakhstan. Donc la frontière russe, elle est partie très très loin. Et alors, fondamentalement, je pense que dans les années qui viennent, dès qu'il y aura un changement de régime à Téhéran et que ce pays pourra donner le potentiel qu'il a, il est fondamentalement un grand exportateur de gaz, fondamentalement un grand exportateur de pétrole. Il est capable de produire 60% de la production de l'Arabie Saoudite et il peut être le premier producteur de gaz au monde. Quelle est la position russe? La position russe est exactement sur les mêmes créneaux. Donc, Iran et Russie, dans quelques temps, iront chasser sur les mêmes créneaux, sur les mêmes clients. Le conflit sera éminemment commercial. Merci.